Le balado numéro 1 de la diversité, Coconut Podcast. Pour son 3e anniversaire, émission présentée par le Camui, Jonathan Genet-Jourdain, avocat, le ministre responsable de la lutte contre le racisme au gouvernement du Québec, M. Christopher Skeete. Entrevue menée par l'humoriste Goofy Weldon, votre invité Alenjo. Merci à tous nos fans pour ces 3 magnifiques années et encore plus à venir. Eh bien, madame, monsieur, bonsoir. Roué, comme on dit dans toutes les langues autochtones. Bienvenue au Coconut Podcast. Mon nom, c'est Goofy Weldon et je serai votre animateur aujourd'hui pour ce 3e anniversaire du Coconut Podcast. Et aujourd'hui, l'invité que je vais recevoir, il anime le balado numéro 1 de la diversité québécoise et francophone depuis 5 saisons. Actualité, politique, société, art, entrevues. Il touche à plusieurs sujets qui sont sensibles, qui touchent notre société, mais surtout aussi notre communauté. En seulement 3 ans, il a déjà reçu une tonne d'invités prestigieux. Pour de vrai, je suis très jaloux. Il a reçu Bob Ray. Entre autres, il a reçu Bob Ray, Madoua Nika Cadet, Andy Maï-Pressoir, Étienne Côté-Faluc, les 2 Fayol Jean en même temps. Ariane Moffat, Éric Duhem, Angelo Cadet, Karel, le journaliste haïtien, Anthony Cavana, bro. Et Amir Kadir. Ça, c'est juste pour nous nommer que quelques-uns de ses invités. Il a été nommé cette année au prix Numix qui récompense la créativité numérique. Attends, laisse-moi refaire ça. Il est nommé cette année au prix Numix qui récompense la créativité numérique. Il est l'animateur du podcast Coconut Podcast depuis 3 ans, 5 saisons, 400 épisodes. On pourrait même l'appeler le Robert Guisculi, tellement son français est impeccable. Mesdames et messieurs, l'animateur du Coconut Podcast, j'ai nommé Alain Joe. Ah oui, c'est moi qui dois faire l'effet spécial. Ouais! Alors, je vais te poser la question que tu poses à tout le monde dans un français toujours impeccable. Alors, comment allez-vous? Goofy Weldon, écoute, ça va incroyable juste de te voir faire cette introduction. Tous les invités que j'ai reçus m'ont dit, écoute, c'est pas possible d'avoir une telle introduction. Ben, je pense que tu viens de me dépasser, du moins ma côté chaud. Merci vraiment, écoute. Tu vas me faire rougir, là. Tu vas me faire rougir. Je sais pas si on va non, le mais voir. J'ai écouté plusieurs de tes émissions. D'ailleurs, j'ai écouté toutes celles dont tous les noms que j'ai mentionnés aujourd'hui. Et je te surpris par l'intro. Hein, t'as vraiment des longues intros qui... Mais pour de vrai, peut-être que ça sonne long là, pour l'auditoire, mais quand tu as un invité puis tu entends tout ça, pour de vrai, ça te met vraiment à l'aise. Ça te met à l'aise. Vraiment, ouais, vraiment à l'aise. ouais. Je me mettais à la place de tous ces invités-là que tu as eus. Et quand j'entendais l'intro que tu faisais, je me suis dit, va falloir que je fasse quelque chose. une belle intro dans un aussi bon français. Là, je vous le dis à l'avance, là. Bon, oui, j'ai quand même été à l'école, mais mon français ne sera peut-être pas aussi impeccable que notre Robert Guisculi haïtien, là, aujourd'hui. Mais écoute, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, ça va être moi l'animateur. C'est moi le maître de cérémonie, si on veut. Ça va être moi qui va diriger l'entrevue. T'es-tu prête? Je suis prêt. Non, pardonne mon français. Êtes-vous prêt, monsieur? Oui, tout à fait, Votre Excellence. Oh, aïe, 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 aïe. Alain Joe, on va commencer par le commencement, OK? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup d'émissions aussi, mais il y a certainement des gens qui n'ont aucune idée t'es qui. Fait qu'on va commencer par le commencement. D'où tu viens, man? T'es né Écoute, où? moi là, je suis né, mais écoute, très belle question. Ça va permettre à tous les auditeurs, auditrices de Coconut Podcast de vraiment savoir c'est qui cet animateur-là, bien coloré,
t'es autant coloré que moi. Ouais, là, t'évites les questions, là. Faut juste répondre à la Répondre question. avec Tigidou. Pas l'intervieweur. Ouais, c'est l'interviewé. C'est Tigidou, c'est pas évident nécessairement. J'ai envie de te dire, Alain Joe, il est né à Sainte-Justine, Ok. Montréal, OK. grandi dans le 514 jusqu'à l'âge de 10 ans. Les Shop Angus, les coops d'habitation, les premières coopératives d'habitation, c'est mon père qui était comme instigateur, entre autres, de ces coops-là. Aujourd'hui, c'est tous des condos. Mais on a habité là longtemps, puis par la suite, comme tout bon Haïtien qui travaille dur, mes deux parents nous ont offert la possibilité de grandir à Laval, de déménager. Incroyable. Et c'est ça, donc on a grandi à Laval, puis Alain Joe, c'est ce fils de Marie-Lydie Cadet, de Luc Enoch Joseph, deux Haïtiens qui sont venus ici pour un avenir meilleur, qui ont contribué à la société québécoise, puis surtout qui ont permis à leurs enfants de faire le travail qu'ils font aujourd'hui. Ma sœur en santé, mon frère en comptabilité, au niveau des transports urbains. Donc, quand même, je peux te dire, c'est ça. Là, Alain Joe, là, c'est le fils de Marie-Lydie Cadet et de Luc Enoch Joseph. Tu nous as parlé de Laval. Ouais. Où à Laval, tu as grandi? SF, Saint-François, ça, c'est vraiment un coin. On a dû se battre. Il y avait beaucoup de stigmas, de stéréotypes à l'époque. Puis par là, c'est une belle façon de dire du racisme? C'est pas ça que c'est... Bon, écoute, dans les années qu'on grandissait, on pouvait être victime de racisme, de discrimination. Et on parle d'un début des années 90. Là. OK, oui. Ouais, l'âge d'or. L'âge d'or. Donc, on a dû trimer dur dans SF. Puis, beaucoup de gens qui ont grandi à SF, ça a donné des gens qui marquent la société québécoise. Entre autres, la famille Volsi. Marco, Ricky, Marc-Yves, qui est aujourd'hui directeur général à la commission scolaire de Laval, Corneille, Marco, tu sais, je veux dire, les Yul Michel, il y a tout plein d'autres gens, là. Shelby, Carla Beauvais. Tu voyais régulièrement que tu as grandi avec? Sur le parc, on allait jouer au basket pas mal souvent. Il y avait un parc dans Saint-François, le parc du Moulin. Puis, écoute, c'est pas mal ça qui nous a forgé. La liaison interculturelle, il est pour beaucoup, là, je te dirais. En parlant de parc et d'aller jouer dans le parc, t'allais à quelle école? J'allais loin à l'école. Ah ouais? Ouais, quand même. Pas à Saint-François, là? Écoute, des fois, on était un peu jaloux de ne pas aller à Saint-François High School qui s'appelait Leblanc. Il y avait Vanier également, Georges Vanier. On était jaloux parce que les amis pouvaient dormir un petit peu plus longtemps, puis il y avait un autobus qui venait les chercher en plus. Nous autres, on devait prendre l'autobus. Voilà, et puis, école? Au Collège français. Oui. Sur Fermante. Shout out. Ouais, quand même. J'ai pas été au Collège français, moi j'étais à Brébeuf. Ouais, mais ton frère était au Collège français. Oui, là. mon petit frère est allé au Collège français. Moi j'étais à Brébeuf pendant 1 an, 2 ans. Okay. Après ça, j'étais trop tannant. Bon. Mais j'ai terminé au Collège de Montréal. Fait que moi aussi, j'avais un peu la même chose que toi. Là, je voyais tous mes amis qui allaient à Jean Gros. Et j'aurais bien voulu à Jean Gros, mais aujourd'hui, avec le recul, je suis bien content. Sur Sherbrooke, là, c'est ça, Collège de Montréal? Oui, exactement. OK, mais là, on va rester dans le début de ces années 90-là, parce que moi, je veux savoir, qu'est-ce qui a formé, comment ça, t'es de même? Ça part de loin, on va commencer loin, puis on va se rapprocher un petit peu plus. T'étais quel genre de kid à l'école? Créatif. Français, on parle. Ouais, créatif. Énormément. Dès l'âge de 7 ans, je partais, j'initiais un journal étudiant au Collège français sur De Gaspé à cette époque, qui s'appelait L'Observateur. J'avais accès aux ordinateurs de l'école, j'avais des clés pour les locaux, les laboratoires informatiques. Il y en avait quelques-uns déjà à l'époque. Et puis, j'imprimais mon journal, je faisais des fresques à l'école, je dessine pas mal. Je suis vraiment... OK, question à 100 piastres. Est-ce que tu étais dans les nerds, les fresh, les yo, les cool? Si je te dis que j'étais un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. Pour de vrai, j'ai comme cette impression-là, moi aussi. Là, puis j'ai fini avec la couronne, au bal des finissants, au CF. Donc, tu sais, je ralliais tout le monde. T'étais dans les cools, bro. Ouais, j'étais dans les cools. Cool.
on va dire nerd cool. Ouais, ben aujourd'hui, je me considère geek, nerd, je l'accepte, là, surdoué, ça passe. Ok, on va fast forward juste un petit peu, pas trop, mais juste un petit peu. À cette époque-là et un petit peu après, c'est quoi tes influences québécoises? Ah, Je te parle, premier, là. wow. OK, ouais, je te ramène loin. L'une de mes plus grandes influences québécoises, c'est à la canadienne. C'est quoi ça? C'était une émission Les de... soirées canadiennes? Ouais! Yo, Yeah. les soirées. Les soirs- Laisse-moi l'expliquer. Yo, attends. Yo. OK, on se comprend-tu? Oh, on se comprend. Pour les que je te soirées- ramène ça, là, Yo, les c'est qu'on soirées canadiennes. Rigodon. Ça Hein? jouait dans les années, je crois, 50, fin 50, Ouais, 60. ouais. C'était super populaire à Regarde. travers le Québec. C'était Ok. l'émission. OK. C'est comme le tout le monde en parle là, de l'époque. Nous, à notre époque, quand on la regardait, c'était beaucoup des reprises. Ok, c'était plus vraiment en direct par le temps que nous, on le regardait. Mais c'était quand même une émission quand même assez populaire le samedi soir à 7-8 heures. Fait que chez nous... CFTM, je pense, c'était Canal 7. Canal 10. Canal 10, oui. Moi, oui. j'avais pas le câble. Ouais, T'avais-tu le ben, câble? on se branchait des fois. Je sais pas. on le sait. Ouais. Nous, on n'avait pas le câble. Non, on n'avait pas le câble non plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Les soirées canadiennes, ça m'a effectivement, moi aussi, beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a aucun black là-dedans. Il n'y a jamais eu aucun black. La musique, c'est pas une musique qui sonne familier. Ouais, je ouais. dirais, On voulait s'inviter au party, il me semble. Il y avait quelque chose. On voulait participer à la soirée canadienne. Puis nos parents, là, ils regardaient pas d'autres émissions que celle-là. Puis on était quasiment les artistes qui étaient dans l'émission. C'était quelque chose d'incroyable. Je vais me rappeler toute ma vie. Pour suivre encore dans ta question, une de mes grandes influences, ça va être, tu sais, c'est drôle, hein? T'en as parlé en début d'émission. Robert Discully. Ouais, Robert Guisculi. Oui, Guiscully. Il se promenait en limousine. C'est un genre de dandy au Québec. Puis mon père l'écoutait énormément. Donc, je me suis peut-être imprégné une petite affaire. Guy Mongrain, écoute, mon grain de sel, ça c'est clair, là. Je pouvais pas éviter ça. On se faisait garder chez grand-maman des fois les semaines de relâche, puis on s'enchaînait les émissions de Guy Mongrain. OK, mais entre toi et moi. Ouais. OK. Là, à cet âge-là, on était quand même assez jeunes, là. Fait peut-être, je sais pas, 9, 10 Ouais. ans. Robert Guisculi, là. Ouais. Tu peux pas me dire que tu trouvais pas ça plate. Non, parce qu'il amenait la réflexion à un niveau. C'était comme, j'étais vraiment abreuvé par ce qu'il racontait. Puis tous les gens que tu rencontrerais, là, qui ont connu Alain Joe étant tout jeune, je m'intéressais à la chose publique, politique, dès l'âge de 6 ans, 7 ans. Le Code Morin, là. Écoute, je te regardais ça avec mon père. C'est comme si on regardait des comics Marvel dans le temps. Non, nous autres, on regardait le Code Morin, genre. Pour être bien franc avec toi, moi, Robert Guisculi, la seule raison pourquoi je le regardais, et j'ai appris à l'apprécier avec les années, mais la seule raison pourquoi je le regardais, c'est parce que c'était l'émission qui jouait juste avant, juste pour rire. Tu comprends? Fait que, pour être sûr de ne pas le manquer, tu t'assurais d'écouter l'autre émission avant. Mais éventuellement, j'ai commencé à aimer ça. Dernière influence, vraiment, là, tu sais, qui m'a marqué. Il y en a deux. Il y a Oh là là, Mandela, Hey. Oh là là. Donc, avec cette chanson de La Rose, on venait à s'intéresser à Nelson Mandela. Donc, il nous faisait découvrir. Le combat de Mandela m'a beaucoup imprégné. Puis, je vais te dire également un artiste qui chantait la liberté, Bob Marley. À l'âge de 16 ans, je faisais un voyage vers la Floride, voir des tatis qui habitaient à Miami. Et puis, je me suis dit, il faut que j'achète des cassettes. C'était encore des cassettes à l'époque. Puis, je me suis acheté tout plein de cassettes de Bob. Je les connais toutes par cœur, ces chansons. Mais j'avais quand même un album de LL Cool J, Something Like a Phenomenon. Okay. Puis Something Like a Phenomenon. Puis j'ai écouté ça juste aller-retour jusqu'en Floride. Donc, Bob Marley a quand même été une grande influence. Toute l'œuvre qui est la mienne,
ça m'a beaucoup imprégné, là, je te dirais. Fait que là, on est allé avec tes influences un peu québécoises, tes influences un peu haïtiennes, mais par défaut aussi afro. On va fast-forward une petite affaire. On arrive au cégep, université, je sais pas si... ouais, T'es allé à ouais. quelle université? Ben, écoute, j'ai commencé au cégep à Hansik. OK. Ouais, puis là, quand je suis arrivé au cégep à Hansik, tu pouvais foxer un petit peu. Tu sais, j'étais en technique juridique, encore t'es le bolé, là, un peu. Premier tour, je rentre dans mon programme. Puis à un moment, je vois mes amis qui foxent. Tu sais, après ma 3e, 4e session, j'ai envie de get loose un peu. Tu sais, puis là, je commence à manquer des cours. Pour aller jouer au domino? Dans la cafétéria, écoute, tu pouvais te perdre longtemps au domino. J'avais des amis qui sont devenus aujourd'hui de grands avocats qui habitaient pas loin. Je pensais que Des fois, dire de grands joueurs de domino. ouais, on allait prendre des petites bières de temps en temps. Donc, j'ai perdu un peu de temps à Annecy. Donc, sachant comment que le Collège français encadrait bien ses élèves, ils avaient le cégep également. Et je suis retourné au Collège français. Ils étaient bien contents de m'avoir là. Et puis, j'ai eu vraiment une fin de cégep merveilleuse. J'ai eu la chance de rencontrer ce grand artiste qu'on a perdu récemment, Michael Benjamin. Okay, Il étudiait à la même époque au cégep du Collège français. Son frère Olivier Dupoux, les Ignacio Russo, Isabelle Quintal, j'en ai connu du monde là, incroyable qui sont restés des amis jusqu'à aujourd'hui. L'université, le Collège français a encore joué un grand rôle. J'ai rencontré un professeur qui s'appelait Oleg Tchenevsky. Ça, c'est un monsieur là, vraiment qui m'a touché, qui m'a marqué carrément. C'est un Ukrainien d'origine. Puis il m'avait dit, Joseph, mais tu devrais aller étudier sur un campus. Il parlait avec un accent français de France. Et puis, on a regardé ensemble les différents campus. C'est vraiment un prof qui t'accompagnait dans ta démarche. Puis, on regardait Ottawa, Université Laval, Trois-Rivières, Sherbrooke. Et finalement, c'est l'Université Laval que j'avais opté. À Québec? Ouais, parce que c'était la capitale nationale du Québec. Ta question est incroyable, mais tu me vois venir. Baccalauréat en sciences politiques. Donc, je voulais vraiment changer, être partie prenante de la société, changer les choses. Et en allant à Québec, je me disais, je me rapprochais d'où on prend les décisions. Puis ça a été la plus grande et la plus belle décision de ma vie avant de faire Coconut, là. Mais le campus de l'Université Laval, juste incroyable. La question à 50 goûts d'haïtien. Ouais. Tes parents ont pas dit « Ça, on va le faire dans la technique politique. Ça, quel argent tu vas faire avec ça? Hein? Pourquoi tu vas pas faire infirmière? Pourquoi tu vas pas faire avocat? » Ils t'ont pas dit que... Non? Oh my God, écoute, mes parents, c'est comme... C'est des gens, tu sais... Une main de fer dans un gant de velours, tu vois, un peu. Okay. Ouais, il y a cette idée. Les Haïtiens, c'est une main de fer dans un gant de fer. C'est la première fois que j'entends ça, moi, pour un Haïtien. C'est une main de fer dans un gant de bâton. Ouais, dans un gant de bâton, mais à un moment, ils ont comme vu le bâton ne fonctionnait pas. Papa a beaucoup fait de politique. Ouais. Il s'est beaucoup impliqué en politique. Tandis que maman avait cette idée toujours que politique rime avec ce qu'elle avait vu en Haïti. Ouais. Donc, on peut te disparaître, on peut te kidnapper ou tout simplement te tuer parce que tu t'impliques en politique. Donc, pour elle, c'était comme, mais mon enfant, tu veux vraiment aller là-dedans? Mais elle voyait que c'était formateur pour moi que d'aller sur un campus hors du cocon familial, comme tous nos cousins et cousines font aux États-Unis. J'avais eu la chance de les visiter, même sur les campus. Donc, ils voyaient un peu, ils se disaient, si c'est ça qu'il aime, vas-y. Puis au final, la science politique me sert aujourd'hui dans mon travail d'entrepreneur, qui est celui du Coconut Podcast. Là. OK. Maintenant, on est à l'université à Québec. J'ai pas été étudiant à l'université Laval, c'est ça? Je n'étais pas étudiant à l'université Laval, mais j'ai eu à animer plusieurs événements dans le rap, dans la musique, dans des événements privés à l'université Laval. Je sais que c'est le party là-bas.
Dis-moi, ça s'est passé comment, là, pas ta session, mais ton passage à l'Université Laval? Est-ce que c'était vraiment le party? Est-ce que tu étais sous études? Est-ce que, tu sais, c'est probablement la première fois que tu étais sans les parents pendant un certain temps. En plus, à Québec. En plus, dans ces années-là où ils n'avaient pas encore vu beaucoup de blacks. Alors. J'avais des dreads en passant. En plus, tu avais des dreads. Ouais. Mesdames, yo te doit à courir dehors. En pile. Et- D'ailleurs, j'ai rencontré une copine là-bas, on a vraiment été longtemps ensemble, Ouais. plusieurs années, je te dirais. Québec, les plus belles années de ma vie. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est sûr. L'Université Laval, le plus beau souvenir que je peux avoir jusqu'à présent. C'est mémorable, je le recommande à quiconque. J'ai envie de te dire, des parties, man, c'est du jamais vu. Je pense même pas que McGill accote l'Université Laval, C'est sûr que non. mais il y a quelque chose de fabuleux. Lorsque ça fait la fête, il y a comme une population de 40 000 étudiants, puis tu en as au moins 3-4 000 qui habitent sur le campus, et c'est comme pas trop loin non plus, je te dirais, là, avoisinant le campus. Quand que ça fête, là, regarde, t'as le grand salon, t'as le pub de l'Université Laval. La bière à une pièce. Ah, écoute, au Palacis Prince, des fois, tu t'invitais dans d'autres facultés, facultés de management, de gestion, d'administration. Des fois, tu allais au CASO, ça, c'est les communications. Hey, je me rappelle encore comme si c'était hier. Là, on avait, en tout cas, je ne sais pas s'il était ton ami, mais il était l'ami à ton frère, Cazeneuve, Fritz. Il jouait pour le Rouge et Or, Rodney Pierre. Ouais, le grand Rodney. Shout out! Shout out, Rodney, je pense qu'il travaille pour la GRC aujourd'hui. Ouais, puis il y a comme 8 enfants. Ouais, c'est ça. Puis il roule de grosses voitures, là, comme blindées, là, en tout cas. Puis je m'invitais dans les parties du Rouge et Or. Donc là, imagine, là, t'es kingpin sur le campus. Je connaissais pas mal de monde. C'était un peu la même vibe qu'au secondaire, au collège français. Mais surtout, leur slogan à l'époque, c'était « Aujourd'hui Québec, demain le monde ». Et j'ai rencontré des gens du Tchad, Yacoub Ndiaye. J'ai rencontré du monde du Danemark, Copenhague, Tefevlit. J'ai eu à apprendre, c'est que je vous aime, Benjamin Krasnik, Casper, Camilla, Louise Raffin. J'ai été les voir en Suède par la suite. Je me suis promené, l'Allemagne, toute... L'Université Laval m'a permis de découvrir et surtout de voyager le monde. J'ai été en Égypte, en Tunisie, j'ai habité en Tunisie, chez High Temp Lily, Révélation Radio-Canada, qui tournait avec Karim Ouellet à l'époque. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer le Canada, la planète, à l'Université Laval. Ça m'est resté aujourd'hui. Puis là, quoi, on est dans le début... Des années 2000, ouais. Ouais, 2000. On est dans les années 2000, début 2000. Je m'en voudrais pas poser la question parce que c'est sûr que tous les Blacks qui nous regardent se la posent. Ouais. Dans les années 2000, tu es à Québec. Ouais. Une place, c'est très, très blanc, peut-être à part l'université. Là. Je sais qu'il y avait quand même pas mal d'Africains qui venaient. Opération à Scorpion, l'université. je pense. Il y avait, Et il y ouais. avait eu l'opération Scorpion, Scorpion, tout ça. Fait qu'il y avait quand même un certain vibe, là. Je dis pas anti-black, mais il y avait quand même un certain vibe. Toi, est-ce que tu as vécu... Comment je pourrais dire? Je ne vais pas te demander si tu as vécu du racisme à Québec, mais comparé à Montréal, tu viens de Montréal, tu as habité toute ta vie à Montréal, dans le cocon familial, tu t'en vas à Québec pour la première fois, tout petit jeune, tu n'as même pas encore de petite barbe. Ouais, je te le dis. Hein? C'est vrai. Tu arrives là-bas, tu as dû avoir des interactions inconfortables peut-être des fois, Ben, regarde. par rapport à la couleur de ta peau. Ouais, tout à fait. Je vais te dire véritablement, Québec, c'est une drôle de ville à ce niveau. Quand tu es étudiant à l'université, tu as comme une immunité, j'ai envie de te dire. D'accord? Il y a cet élément qui est assez intéressant. Je sais pas, on dirait que la population est en mesure de se dire « Ah, OK, lui, c'est un genre d'intello. » Tu vas à l'université, tu es sur des horaires où tu es en même temps que les autres étudiants dans l'autobus. C'était le seul endroit que tu pouvais ressentir « Ah, c'est nouveau.
Ah, tu sais, t'es comme, t'es à l'époque des années 2000, t'as des dreads, tu t'habilles, tu parles à la québécoise, donc là, ils se retournent, ah, c'est quoi? Mais j'ai envie de te dire, l'accueil que j'ai eu à Québec, c'est pour ça que ça reste aussi mémorable. Je te parle des Vincent Deslauriers. Je te parle de Johan, qui est décédé, feu Johan. Je te parle de gens que j'ai rencontrés, Olivier Boetsa Carrier, du monde qui sont des amis close de même aujourd'hui. Delo, il habite au BC, il était à la Okanagan Valley, il tourne la planète, là, je veux dire, il fait des tournées, puis il prend toujours la peine de s'enquérir, de prendre des nouvelles d'Alain Joe, comment ils vont ses projets. Moi, j'ai rencontré une fraternité à Québec. D'ailleurs, j'habitais dans un frat house. Moi, j'ai vécu à Total. Là. J'habitais dans une maison à 9 personnes. C'était une frat house, le 2081. On a throw un party. Il y avait 300 personnes dans la maison sur 4 étages. Tu peux pas croire à ça. Là. Je vivais le trip que mes cousins vivaient aux États-Unis. Là. Est-ce que tu te sentais un petit peu tout seul dans ton coin? Pas en tout. Hein? Il y avait l'étage reggae. Puis là, maintenant, moi, je descendais dans l'étage des punks. Tu sais, des Doc Martens, puis les lacets, nous autres, on comprend les couleurs. Des fois, tu voyais les couleurs des lacets, puis ça te faisait reculer. Pourtant, pas du tout. J'ai été prof au cégep de Limoilou. J'ai enseigné comme professeur stagiaire au cégep de Limoilou. Les jeunes, des fois, ils t'arrivaient, toi-même, tu te disais « Hop là, ça va être difficile que je m'intègre là. » Pourtant, j'ai eu plus de difficultés dans certains stages dans des écoles à Montréal qu'à Québec. Ils m'ont accueilli comme pas possible. Ça, c'est l'accueil des gens des régions. Puis ça, j'ai pu en témoigner durant mes 8000 kilomètres à sillonner le Québec, que le monde des régions, là, je sais pas, mais ils sont comme pas corrompus. Ils n'ont pas été atteints par une mauvaise graine, là, je te dirais. Puis l'accueil, incroyable, puis j'ai tout plein de gens qui habitent en région qui pourraient témoigner de ça. C'est sûr que tu as des gens moins ouverts, mais je les voyais pas. J'étais dans une vibe universitaire. Donc, je peux te dire, et j'ai beaucoup d'amis, j'ai habité dans Limoilou, donc je côtoyais des citoyens de Limoilou. Pour ceux qui ne savent pas, Limoilou, c'est le hood. C'était le hood, ça sent bourgeois, je te dirais. C'était à l'époque. Ouais, en 2000, là, ouais, c'est ça, exact. Il y a une gentrification maintenant, mais je ne l'ai pas vécu. Okay. Ouais, quand même, je suis content de pouvoir le dire. J'ai travaillé à Parc Canada, aux Portes Saint-Jean, là. Puis je m'habillais en militaire français des compagnies franches de la marine. Puis je tirais avec un mousquet. Puis il y a du monde qui venait me voir, mais des touristes du Québec, là. Mais monsieur, il n'y avait pas de noirs dans l'armée française. J'ai dit oui, il y avait des mercenaires, madame. Hop là, j'avais la réponse toute prête. Mais tu sais, donc j'ai vraiment eu un kiff. Okay. Québec, là, regarde, tout le monde devrait aller vivre un été de temps à Québec. Écoute, j'ai posé la question, mais moi-même, pour avoir été souvent à Québec, je sais que les gens sont super accueillants. Personnellement, j'ai jamais vraiment vécu de trucs de discrimination, à part une ou deux fois avec la police. Mais ça, c'est un autre sujet. On va rentrer là-dedans un petit peu plus tard. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es découvert une passion ou un intérêt pour les médias, ou c'était déjà... J'avais une passion peut-être pour le social. J'ai marqué l'Université Laval avec le Dia régulier. On était déjà... C'était la prémisse de ce que Coconut Podcast allait devenir. Dans notre clique, il y avait déjà des Autochtones. Ils nous initiaient déjà à la langue Innu, à la culture. Ils faisaient leurs parents venir chiller avec nous aux résidences de l'Université Laval. On prenait un petit coup des fois, puis ils nous racontaient tout plein d'histoires. Donc, ça a vraiment été formateur, je te dirais. Puis, my God, c'est ce que j'ai envie de te dire là-dessus. Là. Alors, tes premières armes avec les médias, c'était avec Coconut Podcast? C'était tes premières armes? Mes premières armes avec les médias. C'est intéressant, hein, ta question. J'ai envie de te dire, dès le primaire, rappelle-toi, le journal L'Observateur, c'était déjà... Tu débroussaillais un peu le terrain. J'ai toujours eu envie d'être commentateur de la soirée du hockey. J'étais un féru de hockey jusqu'à ce qu'un moment donné, ils mettent Piqué Souban dehors, puis je me suis senti vraiment interpellé. Puis le Canadien m'ont perdu jusqu'à présent. Même puis en chose. plus,
Je pense qu'on est une bonne trollée. Je pense que Mme Maccabi elle a du travail à faire à ce niveau pour nous ramener vers le hockey. On est rendu avec des moyens. On pourrait s'en acheter des billets de saison. On est des entrepreneurs. Mais ce move-là, ils l'ont ramené au... Trop tard. Sans mettre, t'sais. En fait, ils l'ont ramené pour enlever pour faire vendre plus d'étiquettes ce soir-là. Mais effectivement, quand ils ont échangé Piqué au sommet de sa gloire, moi aussi, ça m'a fait quelque chose en tant que, pas en tant qu'haïtien, mais en tant que black. Le traitement qu'il y a eu, je trouve que... Il y a des enfants qui pleuraient. C'est quand la dernière fois qu'on a échangé un joueur de n'importe quel sport, puis qu'il y avait des enfants qui pleuraient, man. OK. Ça, c'était une de mes volontés. Par la suite, le rêve s'est estompé. À un moment donné, quand tu vois pas de représentation des siens, des tiens à TV, tu te dis, regarde, là, ouf, RDS, je veux dire, même le basket qui se commentait à l'époque, là, on a Pito Yiannopoulos, mais qui est très dans les communautés de la diversité. Mais à l'époque, on sentait même pas qu'il y avait une proximité avec les communautés de la diversité, communauté noire. Donc, automatiquement, je me suis dit, écoute, si tu veux mettre du pain sur ta table, déjà, tu passes à faire de la politique, puis journaliste, sportif, quand ils t'embaucheront pas, c'est ça que tu disais. Donc, j'ai laissé tomber la patente. J'ai fait bien d'autres choses par la suite. Je me suis mis à travailler dans mon domaine, oui. J'ai travaillé à la Chambre des communes, à Ottawa, oui, comme adjoint parlementaire lors de la vague du NPD. Donc, j'ai eu la chance même de croiser M. Trudeau à l'époque lorsqu'il portait des bottes de Harley Davidson, puis il mettait des jeans, puis il travaillait à la Confédération, simple député de Papineau à l'époque. Et tranquillement, pas vite, il est devenu chef. Donc, j'ai rencontré tout ce monde-là. Donc, ça me préparait à Coconut Podcast. Puis, je pourrais te dire véritablement, c'est en étant candidat pour le Parti vert du Québec que je me suis découvert cette capacité. J'avais patenté une façon de faire ma campagne. On va aller interviewer des personnalités pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il se fasse dans la société. Puis c'est à partir de ce moment-là, ils m'ont dit « Hey Alain, tu as une capacité, vas-y donc, pourquoi tu fais pas un podcast? » Joe Rogan, il éclatait ça aux États-Unis. Donc là, beaucoup d'amis de Québec. Mathieu Grégoire, entre autres. « Hey Joseph, il faudrait que tu te fasses un podcast. Là. Regarde, tu te fasses un podcast. T'as un grand gueule, faut que tu te fasses un podcast. » Puis j'étais comme « OK, ouais. » Mais j'aime pas créer la polémique. Donc, Coconut Podcast est né au début de la pandémie, suite à l'appel du premier ministre François Legault, qui demandait aux gens issus de se réinventer. Ouais, mais surtout de participer à cet effort où on devait passer le message en ce qui a trait à la crise sanitaire. Puis je me suis senti interpellé. J'ai dit, hey, je vais faire mon bout là, pour mon monde, là, déjà les sensibiliser à cette cause-là. Puis finalement, premier épisode. Et puis, deuxième épisode. Troisième épisode. Puis regarde, ça a juste pas d'allure, là. Est-ce que la politique, là, avec... Bon, ça a l'air un petit peu défaitiste, pour utiliser tes grands termes. Là. Est-ce que c'est terminé pour toi, la politique? Ou si, admettons, quelqu'un de sérieux t'appelle, là, comme si Parti libéral normal? Écoute, je vais être honnête avec toi. Pour plus tard, mais vraiment plus tard. Ouais. Ouais, parce que je pense que j'en fais énormément de politique maintenant, mais c'est une politique par l'action. Démontre ce que tu es capable de faire et tu inciteras d'autres à faire la même chose. Aujourd'hui, la politique partisane telle qu'elle est présentée n'est pas celle que je veux faire. Moi, j'aimerais davantage travailler en collégialité. Et aujourd'hui, avec le Coconut Podcast, je pense que j'ai vraiment une capacité qui est plus grande à pouvoir faire découvrir les formations politiques, les hommes et femmes politiques, Yel, qui s'impliquent dans l'arène. Mais moi-même, me lancer là-dedans, pas de suite, puis surtout pas de suite. C'est un sport dangereux, full contact. Ouais, voilà, full contact, là. J'ai pas l'équipement pour, là. Okay. Ouais. OK. Bon, ben, là, on arrive au Coconut Podcast. Ouais. Premièrement, pourquoi Coconut Podcast?
Coconut Podcast. Il y a ce côté où ce que je te parle... Banane Podcast? Non? Ben, dis-toi que j'ai ce côté très québécois, mais j'ai ce côté très caraïbe également. La caille, c'est la caille, comme si mec chou que me parle bon créole, que me connais histoire pays, que je n'oublie pas Haïti dans tout le travail que je fais. Alors, Mais pourquoi le coconut en particulier? ben c'est ça, le Sud, pour moi, est très important. Alors, comment représenter le Sud? Cocotier. Et là, maintenant, c'était pour faire de la musique à l'époque. Donc, Coconut, ça sonnait international, tu sais. Donc, Coconut était déjà là. Puis, il y avait cette idée que je suis du Sud, mais je suis du Nord aussi. Ok. Donc, l'igloo, qui, Ouais. ouais, tu sais, L'huile palmier, qui nous, ouais. qui nous ancre bien dans le territoire dans lequel on vit, le Québec, le Canada, les peuples inuits et tout. Mais alors, je me suis dit, comment représenter l'identité qui est mienne à travers un logo et que ça pourrait vraiment parler? Ben, c'est le palmier et l'igloo. Puis Coconut, c'était Coconut Records. Mhm. Puis durant la pandémie, il fallait un logo vite pour que le projet démarre. Donc, le Records a été enlevé, rajouté podcast, puis let's go. Là, tu as 5 saisons, à peu près 400 épisodes. Ton premier épisode, tu t'en rappelles? Ouais. C'était quoi? Ah ouais, je m'en rappelle, écoute, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant que tu viennes puis tu m'en parles là, je suis comme un peu assez fébrile. Coconut Podcast, on a invité, le premier invité qu'on a eu là, je te dirais Amir Kadir. Ok. Ouais. Ça, c'était big, là, tu sais. Puis là, Amir Kadir, ensuite, on a eu un autre humoriste que tu connais, assurément, le Couscous Comedy Show. Ah, ben Ah ouais. ouais, Uncle Fares, Fofi. ben oui, Uncle Fofi. Donc là, on a eu Fares, on a eu King Abid, OK. ouais. Puis surtout, on a eu également Kéké. Kevin Calix. Ok. Ouais, puis c'est là que je t'avais rencontré pour la première fois au Kéké Show. Je pense qu'on parlait des chauffeurs de taxi, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, Ça c'est m'a fait beaucoup de commentaires. Moi, j'étais pro Uber. Hein, fait que, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça a été les premiers invités qu'on a reçus. Et puis, de fil en aiguille, ça devenait comme... Hein, comment ça, il réussit à avoir ce monde-là? Puis là, écoute, Dominique Anglade, des sportifs, la mairesse Plante, entre autres. Je peux te dire qu'on a ratissé large, des humoristes, des comédiens. Tu sais, je veux dire, ouais, c'est ça. En fait, moi, pour être bien franc avec toi, je connaissais pas beaucoup le Coconut Podcast. Ouais. Alors, pour cette entrevue, ben, je me suis tapé plusieurs émissions. J'ai été voir sur Spotify. Moi, je suis sur un compte Spotify. Donc, j'ai commencé à scroller. Puis là, j'ai vu... Écoute, t'as une liste d'invités impressionnantes là, qui sont venus à ton émission. Il y en a au-dessus de 400. J'en ai nommé quelques-uns au début. Moi, ceux qui m'ont impressionné, c'est ceux que j'aurais jamais cru qui seraient venus à ton émission. Éric Duhem, Marianne Moffat, Karel, j'ai déjà essayé de l'appeler, il n'a jamais répondu à mes appels. Anthony Cavana, man, j'ai déjà été souvent dans des endroits où est-ce qu'on était tous les deux. Il n'y a même pas moyen de lui adresser la parole, même à la limite, en voulant dire tellement c'est pas nécessairement souvent des gens qui sont faciles d'accès. Amir Kadir, comment tu approches ces gens-là? Est-ce que tu les connaissais déjà? C'est-tu des gens... Du tout pas. Il y en a quelques-uns. Bon, des fois, tu les as déjà rencontrés, mais est-ce que je les connaissais vraiment? Il y a peut-être Éric une... Duhem, là. Du tout pas. Ok, comment ça C'est se que passe? Mathieu Tu envoies un Bocoté... ouais, ben, tu sais, comme j'ai déjà travaillé à la Chambre des communes, OK. et puis, bon, comme tu dis, j'ai un français assez, tu vois. Alors, je suis capable, dans la communication qui leur est adressée, d'avoir les mots. Et ça, voilà, les bons mots qui font en sorte qu'ils se disent, ben là. Puis après, une fois que tu as eu 150 noms assez importants, Ah, ouais. ils se disent, ben là, tu vas chercher ton autre 150. Puis là, on est quoi, à 400 entrevues. Tu sais, quand tu as la consul générale des États-Unis qui décide de te recevoir aux États-Unis pour la passer en entrevue, regarde, c'est sans limite. Eh ben, Donc, moi, la consul, c'est nice, mais Anthony Cavana, bro, comment
On Anthony, le voit jamais nulle part. Anthony, je sais pas, et surtout, ça a été une de mes plus belles entrevues. On a connecté, on se texte des fois via les réseaux sociaux. Et si tu sais vraiment moi, si tu son attaché qui répond, on n'est plus sûr. Mais j'ai envie de te dire, je crois en moi. Et surtout, je crois en ce que je peux offrir aux gens. Et ça a toujours été ça. You scratch my back, I scratch yours. Alors, dans le sens, vous me donnez un coup de pouce. Tu sais, on était dans cette période de Black Lives Matter. Ouais. Alors, ils n'en ont pas vu souvent, là, toi qui connais ton Québec comme pas à peu près, des Alain Joe en mode Coconut Podcast, Robert Scully. Style. C'était un peu du jamais vu. Puis les commentaires sont encore les mêmes. Et j'ose. Il faut oser. Et moi, j'ai quelqu'un que j'aimerais interviewer avant qu'il ne devienne le souverain. Ce serait William ou le prince William. William, le HRH, oui, son excellence. Ou carrément son frère, Harry. Je suis prêt à aller à Montecito. Radio-Canada, ils le savent. Là, un moment donné, ils m'ont déjà demandé qui t'aimerais interviewer. Puis c'est ces noms-là. Puis je n'y déroge pas. J'aimerais bien interviewer le prochain souverain. Si souverain, il sera. C'est quoi les difficultés là, quand on a une émission comme ça chaque semaine, 1 heure ou 2 là, de tournage, je ne sais pas combien d'heures de préparation? C'est quoi les difficultés là? C'est quoi qui est le plus tough? Le plus tough, je te dirais, tu sais, ça a l'air fou, mais c'est lorsque tu approches les invités, entre autres. Ça, c'est une des difficultés. C'est lorsque tu approches les invités, puis là, il y en a qui sont comme, mais t'es qui ça? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Ok. Donc, moi, ça m'a vraiment touché, cette histoire-là, dans le sens, hein, je suis en train de travailler pour qu'il y ait un Québec dénudé de préjugés, de racisme, et pourtant, tu vois les gens qui étaient les plus proches de toi, c'est peut-être eux qui avaient les comportements, les agissements les plus réprochables, je te dirais. OK, là. alors, est-ce que... alors, si on parle maintenant de... Si on va plus large, la société québécoise, là, Ouais, ok, ouais, la ouais. société en tant que telle. Est-ce que tu trouves que c'est... Qu'est-ce que tu en penses de la société québécoise? J'ai envie de te dire, Montréal a beaucoup de problèmes. Là. Les problèmes, puis ça, je l'aurais dit, puis il va falloir que je À quel m'implique niveau? davantage. J'ai envie de te dire, si la personne qui habite en région, elle n'est pas en contact quotidien avec l'étranger, si on peut l'appeler ainsi, comment peut-elle vraiment avoir un ressenti, tu sais, comme extrême contre cette personne? Ouais. Moi, j'ai envie, c'est ma théorie. C'est souvent du monde à Montréal qui côtoie, qui se font couper par des chauffeurs de taxi Ouais. d'une certaine origine, qui vont dans des restaurants, qui se font servir d'une certaine façon. Puis eux autres, quand ils retournent par chez eux, c'est peut-être eux qui, tu sais, qui causent une mauvaise presse, là. Mhm. Parce que moi, j'ai vécu vraiment plus de racisme à Montréal qu'en région. True. Puis C'est sûr. ça, je pense qu'il faut en parler grandement, là. Le problème, il n'est pas en région. Il est à Montréal. Est-ce que... Ouais. la- Ah ben, Montréal et ses couronnes, là, Oh, j'ai envie de dire. oui. Là. Ouais, ouais. Est-ce que... Bon, ben, alors, si je parlais de société québécoise, est-ce que la région métropolitaine Mhm. aurait un problème de... Ben, selon toi, là, je te pose Ouais, la ouais, question. ouais, bien sûr. Est-ce que la région métropolitaine aurait un problème de racisme? Ben, écoute, la région métropolitaine, c'est beaucoup une mosaïque, hein. On est beaucoup dans le multiculturalisme. Il n'y a pas d'interculturalisme. Les gens se parlent pas. Tu En sais, culture, tu parles? ouais, un peu, pas tant que ça, mais au final, tel groupe reste avec tel groupe va habiter dans tel quartier, puis il y a des mini-ghettos qui existent. Ce que j'ai envie de dire, que, tu sais, en région... Mais ça, il y en a partout, là. Ouais, Je veux ouais. dire, moi, quand je suis allé en Belgique, Ouais, c'est ça, je veux ouais. dire, il y a Molenbeek, là, Ouais, que on se comprend. c'est beaucoup d'Arabes. Ouais, T'as ouais, Matongé. Oui, oui, bien c'est sûr, plein bien sûr, d'Africains. Et bien là, sûr. partout, dans tous les... Bien sûr, bien à peu sûr. près dans toutes les grandes villes du monde, là. Mais maintenant, là, on a un gros débat, là, sur l'immigration, là, au Ouais, Québec, ouais, là, ouais, ouais, ouais. où on dit qu'on veut avoir... Combien ils veulent amener? Ben, de au migrants? Canada, Ouais, ben, combien? au Québec, la cible est d'environ 50 000. OK, 50 000. 50 000 immigrants. Le Parti libéral Au en Canada? proposait 70 000. Au Canada, par année, là, je te Ouais. parle. Au Canada? Au Canada, il y a ce grand projet, là, dans une période de temps donnée, là, je pense, une fenêtre de temps de quelques décennies. Oui.
Le Canada veut passer des 35-40 millions qu'ils sont aujourd'hui, approximativement, à 100 millions d'habitants. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute, il y a sûrement des gens qui ont fait des calculs. Les grands argentiers veulent maintenir la croissance du Canada. Ça, on connaît tous les raisons là, pour ça. Moi, ce que je te demande, c'est toi, Moi, qu'est-ce que j'en pense? qu'est-ce que tu en penses d'amener 50 millions d'immigrants en plus au Canada dans les, je sais pas, quelques prochaines décennies et les quelques centaines de mille au Québec dans les prochaines... Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, ce que j'en pense, tantôt dans une des questions, une des difficultés que je vivais en tant qu'entrepreneur, c'était cette pénurie de main-d'œuvre. Tu as les chambres de commerce de différentes régions qui font état de cette pénurie, qui crient famine, là, tu sais, je veux dire, c'est un problème. Alors Famine, pour là, moi... ils sont peut-être pas à plaindre non plus. Là, Non, mais... on se comprend, mais c'est qu'à un moment donné, t'as des commandes, mais t'as plus personne pour les faire, donc t'en prends même plus de commandes, donc ta croissance va en diminuant. Pour moi, personnellement, j'ai envie de te dire, si on a des pays de grande puissance, ça dépend qu'est-ce que le Canada veut être dans un siècle. Tu sais, si tu as des pays qui sont à 1,5 milliard, 2 milliards, tu as des nations qui sont déjà, la Turquie, 85 millions. Tu sais, le Canada est quand même un pays avec un énorme territoire. On a le réchauffement climatique, donc peut-être certaines contrées, régions qui seront davantage habitables, peut-être. J'ai envie de te dire que si on veut avoir les mêmes services que nos parents ont eu ou reçoivent, du moins, si on veut qu'il y ait du monde dans un CHSLD, puis on veut qu'il y ait du monde, ça c'est ma réponse, puis qu'il y ait du monde dans un dépanneur, puis que nos Tim Hortons soient ouverts jusqu'à 22h aux îles de la Madeleine, parce qu'à 11h midi, 14h au plus loin, le Tim Hortons est fermé. Dans toutes les régions, McDonald's, tu sais, je veux dire, si tu veux manger, dépasser minuit, c'est impossible. Donc la vie nocturne en prend un coup, l'économie en prend un coup. Québec, il ne roulait pas à peu près dans les années 70, mais rappelle-toi, ils ont fait rentrer pas mal de nos parents aussi dans ces années-là, qui ont contribué au Québec qu'on a aujourd'hui. En fait, dans les années 70, il y a à peu près 70 000 Haïtiens là, qui sont débarqués. Tu sais, on se comprend, donc on peut-tu faire rentrer du monde qui sont qualifiés et qui arrivent de pays, c'est juste peut-être dans un pays, il y a des situations qui font qu'ils doivent quitter, bien, acceptons-les au Canada et surtout, qu'on nous mette à contribution pour intégrer ces jeunes-là. Tu sais, je veux dire, Goofy, t'es capable. On est dans le centre ici de Saint-Michel à la Maison d'Haïti. Ils font ce travail également. Personnellement, moi, j'ai envie de te dire, si on s'assure qu'on fasse rentrer des immigrants qui parlent le français, puis moi, j'en connais, là, dans l'équipe de Coconut, on a du monde là, qui ils ont 6 mois pour l'apprendre, la langue. En tout cas, 6 mois, that's it? 6 mois. Ah ben, écoute, moi, je suis dans l'humour en anglais maintenant aussi beaucoup. Puis, il y a quand même quelques nouveaux arrivants, des fois, là, qui sont des nouveaux arrivants, puis ils veulent faire de l'humour. Et souvent, ils nous parlent des cours de francisation. Souvent, ils vont nous parler des cours de francisation. Ce qui paraît, c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire, ça amène un stress énorme. Les gens pour y aller. Oui, mais oui. C'est quand même intéressant parce que si la personne doit apprendre la langue, il faut qu'elle s'y concentre d'une manière vraiment importante. Mais je pense qu'au Québec, là, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qualifiés. Puis pour ce faire, écoute, ça passe par l'immigration. Parce qu'au niveau de la natalité, bon, la carrière prend beaucoup de place. Les gens sont overwhelmed, pour utiliser un mot anglais. Ils sont plus capables. Donc, les familles ne s'agrandissent pas. Donc, on a besoin de gens au Canada là, pour pouvoir maintenir les services qu'on a été habitués avec. Là. Ouais. OK. Avant de terminer, il y a quelque chose que je trouve très particulier dans ton podcast, que j'ai pas vu dans aucun autre podcast. C'est la qualité de ton français. Est-ce que c'est parce que tu as été attaché politique? Est-ce que c'est à cause du collège français?
Est-ce que c'est tes parents, man, qui t'ont mis dans la tête qu'il fallait tout le temps parler avec un français radio-canadien? Ça sort de où, man? Écoute, j'ai beaucoup traîné avec des potos, tu vois, un peu, avec des potos d'Afrique de l'Ouest. OK, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as chillé beaucoup avec des partenaires d'Afrique. Ouais, entre autres. Entre nos Français? Je suis en enseignement également. Et pour moi, c'est important que d'être un francophile, de bien parler le français. Lorsque je parle créole, je ne dis pas que je parle français. Pour moi, quand je parle québécois, je parle québécois. Puis quand je parle français, je parle français. Comme les Québécois sont des descendants des Français, alors on est capable de moduler, là, tu sais. Mais pour moi, c'est juste une facilité que j'ai. Et je me fais un point d'ordre que de bien m'exprimer. Puis des fois, quand je suis sur le plancher des vaches, ben, on parle de même, là, tu sais, un peu à la Infoman, là. Puis c'est pas mal ça, grosso modo, là. OK, maintenant, on a 5 saisons, 400 épisodes à peu près, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Coconut Podcast? On dirait que tu as tout fait. Bof, il m'en reste encore, là. Il m'en reste encore. On est en lice. On a demandé de rencontrer M. le Premier ministre François Legault. Son chef de cabinet nous a dit à bientôt. Donc, OK. pas de suite. Donc, c'était pas la date de suite, mais c'est à bientôt. Donc, un moment donné, mais bientôt. Ça va avoir une élection dans 2-3 ans. Donc, un petit peu avant, mais on va être prêt. Monsieur le Premier ministre, il nous a beaucoup appuyés dans nos démarches. Monsieur le Premier ministre François Legault. Justin Trudeau, il est le député de Papineau, là où les bureaux de Coconut Podcast sont, mais il s'occupe du Canada, tu sais. Donc, c'est pas évident nécessairement de mettre le grappin sur lui. Ben c'est ça. Il pouvait pas être avec nous, Monsieur Trudeau, mais il a fait en sorte que son ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, vienne nous rencontrer. Puis ça a été toute une entrevue. On m'en parle encore dans les petits et grands salons où ce qu'on parle de politique. On me fait état de cette entrevue qui est quand même un petit bonbon, là, je te dirais. Éventuellement, là, avec tous ces politiciens que tu as interviewés, avec le parcours que tu as, visiblement, il semblerait que tu n'as pas trop de squelettes dans ton placard, ce qui est très important. À un moment donné, l'appel, il va venir là, de la politique. Là. Ils vont t'appeler comme pour de vrai. Je sais que tu as eu quand même des expériences. Écoute, si les élections s'en viennent, tu as dit, dans 2-3 ans, fait que ça risque d'être... Derrière la caméra, si on t'appelle. Si l'appel viendrait, si l'appel venait, les si n'aiment pas les rêves. Oui. Alors, si l'appel venait, je te dirais, ce serait vraiment derrière la caméra, directeur de cabinet. Je pense que être la matière grise qui s'assure que le premier ministre est au courant des grands dossiers, que voilà les rencontres, l'agenda. Je pense que je suis rendu là au niveau des communications. Même si M. Trudeau lui-même t'appelle? Comme je dis, mais attends, il faut que je te dise, si monsieur Jack Meeting m'appelle, si monsieur Poiliev m'appelle, si monsieur madame Elisabeth May m'appelle, écoute, moi je te parle d'un vrai parti. Là. Moi, comme tu vois, Coconut Podcast, on donne la parole à tous et chacun, même les oranges qui n'ont pas été toujours, selon des amis gentils avec Alain Joe. Je les ai passés en entrevue, puis c'est dans des grandes entrevues. Donc, l'appel viendrait, je prendrais le temps de le considérer avec la famille, avec l'équipe de Coconut Podcast. Mais pour l'instant, je pense que je sers davantage le Canada, le Québec et la francophonie en travaillant avec et par l'entremise de Coconut Podcast, parce que voilà, quand je donne la parole et les gens ont besoin de s'adresser à leurs commettantes et commettants, ils ont besoin de s'adresser au monde. Donc Coconut Podcast, on est ce média de la diversité qui fait différemment, puis on réussit à avoir des partenaires, des commanditaires incroyables.
Donc, pour moi, c'est tout bénef, quoi. Écoute, avant de te laisser avec le mot de la fin, je veux dire que je te remercie d'avoir passé à moi pour animer ton émission. Ouais, quand même. Je ne m'attendais pas à ce genre d'appel. Ça a été vraiment un plaisir. Surtout d'écouter tes anciens épisodes. J'en ai écouté quand même plusieurs, là, à peu près une vingtaine au complet. Wow. Et j'ai vraiment été marqué par ce que tu fais, ton travail, ton vocabulaire. Ton vocabulaire impeccable. La qualité aussi, surtout là, de tes invités. J'ai trouvé ça remarquable. Il y a à peu près aucun podcast au Québec avec le budget que tu as qui est à peu près zéro. Zéro, tu sais, veut dire. Et qui reçoit autant de gens intéressants, je ne veux pas dire prestigieux, là, mais de gens intéressants qui sont en politique, en humour, en affaires et dans d'autres sphères. Fait que moi, ça a été vraiment un plaisir, un honneur. Je te remercie beaucoup. Ben merci. Puis mais attends, là, c'est moi qui est l'animateur là, de ton émission. Là, pour finir l'émission. Ben attends, je veux dire de quoi? Oui. On a des partenaires incroyables. Écoute, Coconut Podcast, en 2020-2021, on a atteint notre pic. Puis à ce moment-là, pas mal des partenaires commanditaires qui étaient avec nous sont encore là. Alors, je prends la peine de les nommer. Norton Arena, t'as le mois de l'histoire des Noirs, le Centre dentaire Saint-Eustache, Réginald Jean-Baptiste, Jonathan Genet-Jourdain, qui est aujourd'hui notre commanditaire principal. Tu as la Maison d'Haïti, le groupe Cartier, le Camuy, Chef Paul, les Kings, puis surtout Mario Cecchini avec les Alouettes de Montréal qui nous avaient fait confiance. Puis là, il est rendu dans la LHJMQ, donc ouais, on va peut-être essayer de promouvoir le hockey au sein de la diversité. Donc, sans ces partenaires, Coconut Podcast n'aurait pas pu voir le jour et surtout maintenir sa mission. Et je me dois de dire merci à des politiciens qui nous ont appuyés, entre autres, M. François Legault, par un soutien financier. Vous avez le ministre Jean-François Roberge. Vous avez également M. Boulet, qui a fait une bourde également. Et vous avez d'autres ministères qui nous ont appuyés via des enveloppes discrétionnaires. Donc, c'est pas récurrent, mais ça l'a permis quand même de faire les tournées estivales. Et je peux te dire un grand merci au ministre Christopher Skeet, ministre de la lutte contre le racisme. Et puis, on pense peut-être aller en France ou assurément dans l'Ouest canadien parce que les communautés francophones de l'Ontario, ils disent « Hey, Coconut, vous avez été au Nouveau-Brunswick, dans les îles un peu partout. » Mais nous autres, on est juste à côté. Comment ça, vous n'êtes pas encore venus? Alors, on va aller leur rendre une petite visite et pourquoi pas se rendre jusqu'à Vancouver. Et quoi? Coconut aura couvert Admare, Uscu, Admare. Bon, le latin, là, pour moi, c'est très loin. Là. J'en avais pris à Brébeuf, mais c'est très loin. Alors, je vais te faire comme tu fais à tes invités d'habitude. Okay. Je vais te laisser tourner à ta propre caméra et adresser ton propre public. Let's go. Oh, wow! Pas pire, celle-là. Écoutez, messieurs, dames, franchement, 3 ans, 3 années de Coconut Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans le centre des arts de la Maison d'Haïti. T'sais, on est rendu avec un studio sérieux. Il y a tellement de lumière, je ne me vois pas. On dit un grand merci à la directrice, Mme Marjorie Villefranche, à la directrice adjointe, mais surtout au coordonnateur et directeur du Centre des Arts, M. Ralph Maingrette. Franchement, un grand merci. Toute l'équipe de Coconut Podcast qui ont été avec nous, je pense au Stéphane Villejoin, à Bigot, il se reconnaît, Holly Green, merci d'avoir été là durant ces années, aux Fanatiques, Lys Mathurin, Ralph Guerrier, écoutez, Jordi en Haïti, Daniel en France, voilà toute la famille, mes parents, Fritinel Cazeneuve, notre conseil d'administration, Karl-Marc Joseph, F. Torres, Wilton Fleurant, j'en oublie-tu, Ricardo Telamo, notre président, et Mélomel, notre vice-présidente.
je pense que je les ai tous nommés. Et moi, Alain Joe, votre animateur. Franchement. Alors, au nom de Alain Joe, Yes. OK, je vais vous dire, messieurs, dames, à tous ceux qui a nommé, là, tous les auditeurs qui écoutent présentement, je vous dis à tous, Migwetch, comme on dit en algonquin, Olé Oné, comme on dit en Abénaki, Nice. Teawek, comme on dit chez les Hurons Wendake, Chinak, Chinash, Kumitin, comme on dit en Inou, et Wella, Linbaï, là, comme on dit en Micmac. Well, Lynn. Et aussi en Mohawk, Niawan. Wow. One. Yeah, one. One. Yes. Et en créole, merci en Merci, pile. Pile. Brother. Tout entrevue, man. Franchement. My job is done. Merci. Bonsoir.